Je m'appelle Tula Meadows. J'ai 28 ans. J'aimerais que tu ne sois jamais né. Mon père a dit ça, à mon propre dîner d'anniversaire, devant 43 personnes. Les bougies sur le gâteau étaient encore allumées. Personne n'a bougé. Personne n'a dit un mot. Ma belle-mère a hoché la tête, comme s'il venait de confirmer la météo. Ma demi-sœur a pointé son téléphone vers mon visage, et a continué d'enregistrer. C'était il y a 4 mois. Depuis, je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas pleuré devant une seule personne. Mais j'ai fait quelque chose qui a poussé mon père à m'appeler 17 fois en une seule nuit. Et au 18e appel, sa voix n'était plus en colère. Elle était suppliante. Avant que je continue, s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous vous connectez sincèrement à cette histoire. Laissez un commentaire avec votre ville et l'heure qu'il est là où vous êtes en ce moment. Maintenant, laissez-moi vous ramener 3 jours avant mon anniversaire, la nuit où j'ai découvert la véritable raison de cette fête. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose à propos de la famille Meadows, avant que tout cela n'ait un sens. Mon père, Gerald Meadows, a 58 ans. Épaules larges, voix grave, le genre d'homme qui entre dans une pièce et s'attend à ce que tout le monde se réorganise autour de lui. D'aussi loin que je me souvienne, il a été le centre de chaque table de fête, de chaque réunion de famille, de chaque décision. Personne ne remettait Gerald en question. Pas une seule fois. Ma mère, Emily, est décédée quand j'avais 8 ans. Des complications après une opération. Quelque chose qui a mal tourné des mois après ma naissance. Je ne le comprenais pas à l'époque. Je le comprends à peine maintenant. Mais ce que j'ai compris très tôt, ce que j'ai ressenti dans chaque silence, chaque histoire du soir sauté, chaque regard que mon père me lançait quand il pensait que je ne regardais pas, c'était ceci, il m'en voulait. Il ne l'a jamais dit à voix haute. Pas à l'époque. Il n'en avait pas besoin. Cela vivait dans les choses qu'il ne faisait pas. Il ne venait pas à mes pièces de théâtre à l'école. Il n'accrochait pas mes dessins sur le frigo. Quand j'ai eu la grippe en CM1, c'est ma grand-mère, Eleanor, qui a conduit 40 minutes pour venir me chercher. Pas lui. Eleanor était la mère de mon père. C'était la seule personne dans cette maison qui me donnait l'impression d'avoir le droit d'exister. Elle m'appelait ma fille. Elle est venue à chacun de mes récitals. Elle est décédée il y a 2 ans, et certains jours, je tends encore la main vers mon téléphone pour l'appeler. Après le décès de ma mère, mon père s'est remarié. Linda Holt est devenue Linda Holt Meadows. Elle a amené Belle, sa fille d'un précédent mariage. Belle avait 4 ans de moins que moi, blonde, bruyante, et instantanément, en permanence, la favorite. J'ai été déménagé dans la plus petite chambre à l'étage. Les photos de ma mère ont été décrochées, celles de Linda ont pris leur place, et ce n'était que le début. Il y a 4 ans, mon père a perdu son emploi dans une entreprise de logistique. Réduction d'effectifs, ont-ils dit. Il n'en a jamais cherché un autre. Je travaillais déjà comme infirmière diplômée à l'hôpital communautaire. Des quarts de 12 heures, des rotations de nuit, le genre de fatigue qui s'installe derrière vos yeux et ne part jamais. Quand le premier avis d'hypothèque est arrivé, Gerald l'a laissé sur le comptoir de la cuisine sans un mot. Linda l'a mentionné au dîner comme si elle commentait la météo. Quelqu'un devrait probablement s'en occuper, a-t-elle dit. Elle m'a regardé. Alors, je m'en suis occupé. L'hypothèque, l'électricité, l'eau, l'impôt foncier, l'assurance habitation. 2800 € par mois, directement prélevés sur mon salaire. J'ai mis en place le paiement automatique pour ne pas avoir à y penser. Je me suis dit que c'était temporaire. Gerald trouverait du travail, les choses s'équilibreraient. Ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, Linda s'est mise à l'aise. Elle a découvert que ma carte de crédit avait une carte supplémentaire, une qu'elle avait réussi à faire autoriser par Gerald. Je voyais des dépenses que je n'avais pas faites. Un manteau à 300 € pour Belle, des chaussures, un sac à main, puis un sac de créateur à 1200 €, facturé 3 semaines avant mon anniversaire. Quand j'en ai parlé, Gerald m'a fait taire en 4 mots. C'est ta sœur, tu l'as. Elle ne l'était pas, mais j'ai arrêté de le corriger il y a des années. Ce qui m'a fait garder le silence, c'était une promesse. Eleanor, dans ces dernières semaines, m'a tenu la main et a dit « Maintiens cette famille unie, ma fille.
Ils s'effondreront sans toi. Je l'ai cru. Je pensais que si je continuais à payer, à être présente, à être la personne responsable, ils finiraient par me voir. Finalement, mon père me regarderait et verrait autre chose que la fille qui lui a coûté sa femme. J'avais tort. Mais ce sac à 1200 €, ce fut la première fissure. 3 nuits avant mon anniversaire, je suis rentré d'un double service à 1h du matin. La maison était censée être sombre. Elle ne l'était pas. Une lumière filtrait sous la porte de la cuisine, et j'entendais des voix. Basses, délibérées, le genre de voix que les gens utilisent quand ils ne veulent pas être entendus. Je me suis arrêté dans les escaliers, j'ai retenu mon souffle. La voix de Linda est venue en premier, claire comme du cristal. Nous l'annoncerons à son anniversaire. 40 personnes. Si elle dit non devant tout le monde, elle aura l'air égoïste. Si elle dit oui, problème résolu. La voix de mon père, plus lente. Et si elle fait une scène? Alors tu fais ce que tu aurais dû faire il y a des années, une pause. Coupe-la des vivres. Je me suis plaqué contre le mur. Ma blouse était encore humide du travail. Mes mains tremblaient, pas de froid. Il parlait de mes économies, 52 000 €, 6 ans d'heures supplémentaires, de services pendant les fêtes, de vacances sautées, chaque euro que j'avais qui ne s'écoulait pas déjà dans leur hypothèque, leur électricité et les frais de carte de crédit de Linda. Belle était fiancée. Je ne le savais même pas jusqu'à ce moment. Et il voulait mon argent pour payer son mariage. Pas demandé, voulu, planifié, chorégraphié, jusqu'au public. Elle doit ça à la famille, a dit Linda. Sa voix n'avait aucune hésitation. Il est temps de collecter. J'ai reculé dans les escaliers, une marche à la fois. Mon cœur battait si fort que j'étais certaine qu'il pouvait l'entendre. Ce ne fut pas le cas. Je me suis assise sur mon lit dans cette petite chambre pendant 2 heures. Je n'ai pas pleuré. J'ai fixé le plafond et j'ai pensé à chaque paiement, chaque dîner silencieux, chaque fois que j'ai ravalé le mot non parce que j'avais peur de ce qui arriverait si je le disais. Quelque chose a changé cette nuit-là. Je ne savais pas encore quoi, mais c'était déjà en mouvement. Le lendemain matin, je me suis assise dans ma voiture sur le parking de l'hôpital, et j'ai passé un appel que je repoussais depuis 2 ans. Margaret Callaway, 64 ans, avocate spécialisée en succession, l'amie la plus proche de ma grand-mère pendant 3 décennies. Eleanor avait mentionné son nom une seule fois dans ces derniers jours, d'une voix si basse que j'ai failli ne pas l'entendre. Si jamais tu as besoin de comprendre ce que j'ai laissé derrière moi, avait murmuré Eleanor. Appelle Margaret. J'avais écrit le numéro au dos d'un ticket de caisse et l'avais glissé dans mon portefeuille. Il y est resté, intact, à travers les funérailles d'Eleanor, à travers 2 ans de factures et de silence, et une maison qui ne m'a jamais semblé être la mienne. Margaret a décroché à la 2e sonnerie. Tu l'as mis dose, a-t-elle dit comme si elle m'attendait. Ta grand-mère m'a dit que tu appellerais un jour. J'ai besoin de savoir ce qu'elle a laissé, ai-je dit. Je crois que j'ai besoin de le savoir maintenant. Viens à mon bureau. Il y a des choses que ta grand-mère voulait que tu saches quand tu serais prête. Elle a fait une pause. Es-tu prête? Je crois que oui. Alors j'aurai tout préparé. J'ai pris rendez-vous pour la semaine suivante, après le dîner d'anniversaire. Quoi qu'il arrive, je devais d'abord passer le samedi. Cet après-midi-là, Belle m'a trouvé dans la cuisine. Elle a levé la main gauche, agitant une bague en diamant que je n'avais jamais vue auparavant. Tu vas aider pour mon mariage, n'est-ce pas? Elle a souri. Papa dit que tu as des économies. J'ai regardé la bague. J'ai regardé son visage. Elle n'était pas cruelle. Elle croyait sincèrement que j'existais pour financer sa vie. C'était pire. On en parlera plus tard, ai-je dit. Je ne savais pas ce que Margaret avait pour moi. Mais je savais une chose. Quoi qu'Eleanor ait laissé derrière elle, elle l'a laissé pour une raison. Ma grand-mère était une femme prudente. Très prudente. Laissez-moi vous dire ce que 52 000 € signifie quand on est infirmière. Ça signifie 6 ans à prendre chaque service de fête que personne ne voulait. Noël, Thanksgiving, le Nouvel An. Ça signifie manger les restes de la salle de pause au lieu de sortir. Ça signifie conduire une voiture avec 200 000 miles au compteur, parce que le paiement mensuel d'une nouvelle ralentirait l'épargne.
Cet argent était censé être ma porte de sortie. Un acompte pour un petit endroit à moi. Une vie qui ne tournait pas autour des virements automatiques vers une maison où personne ne me remerciait. Si je le donnais pour le mariage de Belle, je repartirais de 0 à 28 ans, sans rien à montrer pour une décennie de travail. Pas de filet de sécurité, pas d'avenir, juste une jolie réception que j'ai aidé à payer, et une place au fond de l'église. Mais voici la chose qui me brûlait le plus. Ce n'était pas l'argent, c'était le schéma. Quand j'avais 18 ans, j'ai postulé pour une bourse d'études en soins infirmiers, frais de scolarité complets. J'ai été accepté. La lettre est arrivée dans une enveloppe blanche à mon nom, et je ne l'ai jamais vue. Je l'ai découvert 2 ans plus tard par hasard, quand une ancienne professeure l'a mentionné dans une épicerie. « N'as-tu pas pris cette bourse, tu l'as ? Tu étais la meilleure candidate. » Je suis rentré chez moi et j'ai cherché. J'ai trouvé l'enveloppe ouverte dans le tiroir du bureau de mon père, coincée derrière de vieux formulaires fiscaux. Il l'avait lu. Il ne me l'avait jamais dit. Quand je l'ai confronté, il n'a même pas sourcillé. « Tu n'étais pas prête ?» a-t-il dit. « Tu aurais échoué. » J'ai payé mes propres études d'infirmière, des prêts, des services de nuit dans un restaurant, 3 ans à dormir 4 heures par nuit. Chaque fois que je construisais quelque chose, il trouvait un moyen de le prendre. Cette fois, j'ai décidé d'arrêter de lui tendre le marteau. Dans la famille Meadows, Gérald était le frère aîné. Cela signifiait quelque chose. Dans notre famille, l'aîné ne se contentait pas de diriger. Il narrait. Il décidait qui était généreux et qui était égoïste, qui était loyal et qui était difficile. Les autres suivaient parce que c'était plus facile que de se battre. Mon oncle Roy était la seule personne qui ait jamais résisté. C'est le frère cadet de Gérald, un charpentier. Un type silencieux, des mains comme du papier de verre, le genre d'homme qui dit 10 mots là où d'autres en disent 100. Il y a 5 ans, à Thanksgiving, Roy a regardé de l'autre côté de la table et a dit « Gérald, tu es trop dur avec cette fille. » C'est tout. Une seule phrase. Gérald n'a pas crié. Il a simplement arrêté d'inviter Roy à quoi que ce soit. A arrêté de répondre à ses appels. En 6 mois, Roy a été effacé de toutes les réunions de famille comme s'il n'avait jamais existé. C'est à cela que j'étais confronté. Pas seulement mon père, mais toute l'architecture d'une famille construite autour de sa version des événements. 2 jours avant la fête, Linda a commencé à passer des appels. Je le sais parce que je l'ai entendu depuis le couloir en haut-parleur, passant en revue les tantes et les cousines avec le même scénario répété. Tula a été si difficile dernièrement. Elle ne veut t'aider pour rien. Gérald donne, et elle ne fait que prendre. Elle a appelé tante Patricia, cousine Anna, même le vieil ami d'université de mon père. Plantant des graines, cadrant l'histoire avant même que j'ai eu la chance de raconter la mienne. Puis mon téléphone a sonné. C'était tante Patricia. Chérie, que se passe-t-il? Ton père dit que tu leur mènes la vie dure. Je suis resté dans ma chambre, le téléphone collé à l'oreille, et j'ai réalisé que le procès avait déjà eu lieu. Le verdict était tombé, et je n'avais même pas été autorisé à témoigner. J'entrais dans ce dîner d'anniversaire déjà condamné. La seule question était de savoir si j'accepterais la sentence. La veille de mon anniversaire, je me suis tenu dans la salle de bain et je me suis regardé dans le miroir pendant un long moment. Des cernes sous les yeux d'une semaine de travail de 56 heures. Les cheveux relevés en un chignon que je n'avais pas pris la peine de défaire. Ma blouse sentait encore l'antiseptique. Voilà à quoi ressemble une personne qui a été vidée lentement, ai-je pensé. Pas par un seul événement, mais par un millier de petits. Un millier de moments où quelqu'un a dit « tu n'es pas assez », sans jamais utiliser ces mots. La voix de Linda a traversé le mur. Elle était de nouveau au téléphone. Je pouvais entendre le petit écho du haut-parleur depuis la chambre principale. Elle a toujours été jalouse de Belle. Tu sais comment c'est. Certains enfants n'ont tout simplement pas en eux la capacité d'être reconnaissants. J'ai collé mon oreille au mur. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Gérald lui a tout donné, a poursuivi Linda. Un toit, de la nourriture, de la stabilité, et elle ne peut même pas faire cette seule chose pour sa sœur. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'Émilie en penserait. Émilie, le nom de ma mère dans la bouche de Linda, utilisé comme une arme. Mes mains se sont plaquées contre le mur.
J'ai fermé les yeux une seconde, juste une seconde. Je voulais ouvrir cette porte et crier. Crier jusqu'à ce que les voisins entendent. Crier jusqu'à ce que quelqu'un dans cette maison comprenne enfin ce que ça faisait d'être moi. Mais je ne l'ai pas fait, parce que crier était ce qu'ils attendaient. Crier était ce pourquoi Linda avait préparé 43 personnes. La belle-fille dramatique et ingrate qui fait une scène. Je me suis reculé du mur, je me suis assise sur le bord de mon lit, et j'ai pensé à quelque chose qu'Eleanor avait l'habitude de dire. La force tranquille, ma fille. Laisse-les crier. Toi, continue juste de te tenir debout. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi une robe pour mon anniversaire, et je me suis tenu debout. Samedi soir, Rossinies, un restaurant italien de milieu de gamme dans l'est de la ville, avec des murs en briques apparentes et un éclairage chaleureux par des suspensions. Gérald avait réservé la salle à manger privée. 43 personnes. Je suis entré, vêtu de la seule belle robe que je possédais, bleu marine, sobre. J'avais bouclé mes cheveux, mis du rouge à lèvres. Pour la première fois depuis des mois, je voulais me sentir comme quelqu'un qui valait la peine d'être célébré. La pièce bourdonnait de conversation. Nappe blanche, bougies dans des photophores en verre. Une bannière s'étendait sur le mur du fond. Joyeux anniversaire, tu l'as. Quelqu'un avait commandé un gâteau. Au chocolat, mon préféré. Pendant un instant, je me suis laissé croire que c'était réel. Puis j'ai remarqué le plan de table. La table principale, celle directement sous la bannière, avait 5 chaises. Gérald à la tête, Linda à sa droite, Belle à côté de Linda, Derek Collins, le fiancé de Belle, à côté d'elle, et une place vide pour l'ami d'université de Gérald. Mon nom était sur un carton à une table plus petite, près de la porte de la cuisine, à mon propre dîner d'anniversaire. J'ai pris le carton et je me suis assis sans un mot. Les gens me saluaient en passant. Des étreintes rapides. Joyeux anniversaire, ma chérie. Mais les conversations dérivaient toujours. Belle, montre-moi cette bague. Quand est le mariage? Linda, tu dois être ravie. Je regardais depuis ma table, sirotant de l'eau, souriant quand quelqu'un jetait un coup d'œil dans ma direction. Puis Gérald s'est levé. Il a tapé sur son verre avec un couteau à beurre. La pièce s'est tue. Il a pris le petit microphone sans fil que le restaurant avait fourni. Il a regardé 43 visages. Il a souri. Ce soir est spécial, a-t-il commencé. Pas seulement à cause de l'anniversaire de Tula, ma poitrine s'est serrée, mais parce que nous avons une annonce très excitante. Il s'est tourné vers Belle, son visage tout entier s'est illuminé, et j'ai compris à ce moment-là que cette fête n'avait jamais été pour moi. Notre Belle, a dit Gérald dans le microphone, est fiancée. La salle a éclaté. Applaudissements, cris, chaises qui raclent en arrière alors que les gens se levaient pour embrasser Belle. Elle s'est levée de la table principale, la main tendue, le diamant captant la lumière des suspensions comme un minuscule projecteur construit juste pour elle. Pendant les 10 minutes suivantes, mon anniversaire s'est évaporé. Tante Patricia a saisi la main de Belle et a examiné la bague. Cousine Anna a pris une photo pour Instagram. L'ami d'université de Gérald a tapé dans le dos de Derek. Linda se tenait derrière Belle, une main sur l'épaule de sa fille, rayonnante comme si elle venait de gagner quelque chose. Personne ne m'a regardé. J'étais assise à ma table, près de la porte de la cuisine. Le gâteau avec mon nom dessus reposait, intact, au bout du buffet. Les bougies n'avaient pas été allumées. Derek a croisé mon regard une fois. Il se tenait légèrement à l'écart du cercle autour de Belle, la mâchoire serrée. Il m'a jeté un regard que je n'ai pas tout à fait réussi à lire. Pas de la pitié, exactement, quelque chose de plus proche de la reconnaissance. Comme s'il voyait ce qui se passait mais ne savait pas quoi faire. Puis la salle s'est calmée. Les gens sont retournés à leur siège. Gérald est resté debout, le microphone toujours à la main. Maintenant, a-t-il dit, sa voix a changé, plus chaleureuse, plus exercée. Il s'est tourné vers moi. Tu l'as, chérie, viens ici une seconde. 43 personnes m'ont regardé. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la table principale. Mes talons claquaient contre le carrelage. Gérald a posé une main sur mon épaule. Ferme, théâtrale. La famille prend soin de la famille, a-t-il dit à la salle.
Et maintenant que le grand jour de Belle approche, nous devons nous serrer les coudes. Il m'a regardé directement. Tu l'as, nous devons parler du budget du mariage. Pas en privé, pas plus tard, ici, maintenant, devant tout le monde, exactement comme Linda l'avait prévu. Tula a été très responsable avec ses finances, a dit Gérald, s'adressant à la salle comme un conférencier. Elle économise depuis des années, et je sais qu'elle voudra aider sa sœur à avoir le mariage qu'elle mérite. Il m'a serré l'épaule. La pression disait, sois d'accord. Je suis resté immobile. Linda s'est penchée en avant sur sa chaise. Elle s'est tamponnée l'œil avec une serviette, un geste si bien rodé qu'il aurait pu être chorégraphié. C'est ce que ta mère aurait voulu, Tula. La salle s'est attendrie. Quelques personnes ont murmuré. Quelqu'un a chuchoté, oh, Émilie. Ma mère décédée, utilisée pour me culpabiliser afin que je signe un chèque devant 43 témoins. J'ai senti le sang me monter au visage. Mon pouls était si fort que j'étais sûr que les gens à la table la plus proche pouvaient l'entendre. C'est mon dîner d'anniversaire, ai-je dit. Ma voix est sortie stable, calme. Pouvons-nous ne pas faire ça ici? Le sourire de Gérald s'est effacé. Sa main a quitté mon épaule. Une autre fois. Il a secoué la tête lentement. Tu dis toujours une autre fois, tu l'as. Pas maintenant. Jamais quand ça compte. Son volume a augmenté. Pas en criant. Gérald ne criait jamais. Il commandait. Je t'ai donné un foyer, une famille. 20 ans de patience, et tu ne peux pas faire cette seule chose. La salle retenait son souffle. Fourchette posée, serviettes immobiles. Tante Patricia fixait son assiette. Cousine Anna agrippait son verre d'eau. Belle a sorti son téléphone, a incliné l'écran vers moi. Un petit point rouge clignotait dans le coin. Enregistrement. J'ai regardé le point. J'ai regardé Belle. Son pouce planait au-dessus de l'écran. Pendant une seconde, sa main a tremblé comme si elle avait failli la baisser. Elle ne l'a pas fait. Gérald s'est approché. Son visage était rouge. Maintenant, si tu ne peux pas faire cette seule chose pour ta famille, il n'a pas fini. Pas encore. J'ai parlé avant qu'il ne puisse terminer. Je ne donnerai pas mes économies, papa. Ma voix n'a pas vacillé. Cet argent est pour mon avenir. La salle a bougé. Quelqu'un a inspiré brusquement vers le fond. Je pouvais sentir 43 paires d'yeux sur ma peau comme des lampes chauffantes. Gérald a cessé de bouger. Sa mâchoire s'est crispée. Quelque chose derrière ses yeux est devenu plat, comme un interrupteur qu'on bascule. Il m'a fixé pendant ce qui a semblé une minute entière. C'était probablement 5 secondes. Puis il l'a dit. J'aimerais que tu ne sois jamais né. Pas en criant, pas en chuchotant, juste en l'énonçant comme on lirait une ligne sur un reçu. Factuel, final. La salle n'a pas halté, elle s'est figée. Le son a entièrement quitté l'espace. Je pouvais entendre le cliquetis étouffé de la vaisselle depuis la cuisine derrière le mur. La musique instrumentale provenant du haut-parleur au plafond a soudain semblé obscène, comme quelqu'un jouant de la flûte sur les lieux d'un accident de voiture. Tante Patricia a posé sa fourchette très lentement. Linda n'a pas parlé. Elle a simplement regardé Gérald, puis moi, et a hoché la tête. Un petit hochement de tête certain, comme si elle attendait cette phrase depuis des années. Le téléphone de Belle était toujours pointé vers mon visage. Sa main tremblait maintenant, mais elle ne l'a pas baissé. Derek, derrière Belle, a repoussé sa chaise de la table, pas en se levant, juste en créant de la distance. Son expression était devenue tendue, fermée, comme un homme recalculant quelque chose qu'il avait déjà décidé. J'ai senti quelque chose se fissurer à l'intérieur de ma poitrine. Pas se briser, se fissurer, comme la glace sur un étang au début du printemps. Silencieux, profond, le genre de fracture qu'on ne peut pas voir de la surface. J'ai regardé mon père. J'ai regardé la salle pleine de gens qui ont entendu ces mots et ont choisi le silence. Et j'ai pris une décision. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris ma serviette de table, je l'ai pliée une fois, 2 fois, je l'ai posée proprement à côté de mon verre d'eau intact. J'ai regardé autour de la salle une dernière fois. 43 personnes. Certains fixaient leurs assiettes.
Certains regardaient Gérald. Quelques-uns me regardaient. Avec quoi? De la pitié? Du choc? Je ne pouvais plus le dire. Ça n'avait pas d'importance. Personne n'a parlé. Je me suis tourné vers la salle et j'ai dit la seule chose qu'il me restait. Merci à tous d'être venus pour mon anniversaire. Puis j'ai pris mon sac au dos de ma chaise, j'ai traversé la salle à manger, et j'ai poussé la porte. L'air de la nuit m'a frappé comme de l'eau froide. Je suis arrivé à ma voiture sur le parking avant que mes mains ne se mettent à trembler. Je suis resté assise derrière le volant pendant 3 minutes, le serrant, respirant par le nez comme si je coachais un patient à travers une crise de panique. Puis j'ai pris mon téléphone. Un contact, un appel. Margaret Callaway a décroché à la première sonnerie à 22h15 un samedi soir. Margaret, ai-je dit, je veux venir demain. Je suis prête. Une pause, puis sa voix, calme, sans surprise, comme si elle avait gardé un siège au chaud. J'aurais tout préparé, tu l'as. 9h. J'ai raccroché. Je ne savais pas encore ce que tout signifiait. Je ne savais pas ce qu'Eleanor avait laissé derrière elle, ni pourquoi Margaret attendait mon appel depuis 2 ans. Tout ce que je savais, c'est que ma grand-mère n'avait jamais rien fait sans raison. Elle était méticuleuse avec ses recettes, son jardin, ses appels téléphoniques du dimanche. Elle aurait été méticuleuse avec ça aussi. J'ai tourné la clé dans le contact et j'ai quitté le parking. Je n'ai pas regardé le restaurant dans le rétroviseur, pas une seule fois. 6h30 du matin. La maison était silencieuse. J'avais fait mes valises la nuit précédente. Une valise, un sac de sport, seulement des choses qui étaient à moi. Des vêtements, mon diplôme d'infirmière dans son cadre, une photo d'Eleanor et moi à la foire du comté quand j'avais 11 ans. J'ai laissé tout le reste. J'ai descendu les sacs en 2 voyages, enjambant la 3e marche qui craque par habitude. Personne n'a bougé. Le ronflement de Gérald grondait de derrière la porte de la chambre principale. Le masque de sommeil de Linda était probablement encore en place. À la table de la cuisine, je me suis assise et j'ai ouvert mon ordinateur portable. 15 minutes de travail précis et silencieux. D'abord, j'ai transféré mes économies sur un nouveau compte dans une autre banque. Chaque centime a été déplacé. Deuxièmement, j'ai appelé la ligne automatisée de la compagnie de cartes de crédit et j'ai annulé la carte supplémentaire, avec effet immédiat. Troisièmement, j'ai confirmé le bail d'un studio à 6 miles de l'autre côté de la ville. Je l'avais visité la semaine précédente pendant ma pause déjeuner sans le dire à personne. 400 pieds carrés. Propre. Le mien. Avant de partir, j'ai placé une seule enveloppe sur le comptoir de la cuisine. À l'intérieur, 4 ans de relevés bancaires, chaque paiement d'hypothèque, chaque prime d'assurance, chaque facture de service public, chaque versement d'impôt, surligné, totalisé, daté, 134 000 €, tout provenant de mon compte, tout pour cette maison. Pas de lettres, pas d'explications, pas de « je vous l'avais bien dit ». Juste des chiffres. J'ai zippé ma veste, pris mes sacs, et me suis dirigé vers la porte d'entrée. Le couloir était encore sombre. La maison sentait le diffuseur de lavande de Linda et le vieux tapis. J'avais vécu ici pendant 20 ans. J'avais payé pour ça pendant 4. J'ai tourné la poignée, suis sorti, et j'ai tiré la porte derrière moi. Elle a cliqué. Doux, final. J'ai chargé la voiture, et j'ai roulé vers l'est, dans un ciel qui commençait juste à devenir rose. Je ne suis pas revenu. Je veux faire une pause ici une seconde. Si vous avez déjà dû quitter un endroit que vous appeliez chez vous, non pas parce que vous le vouliez, mais parce que vous n'aviez pas d'autre choix, tapez « je comprends » dans les commentaires. Je les lis tous. Et si vous pensez que je devrais pardonner à mon père ou fixer une limite permanente, dites-le moi aussi. Parce que l'histoire est sur le point de prendre un tournant que je n'avais pas vu venir. Voici ce que j'ai appris plus tard. Reconstitué à partir des récits de l'oncle Roy et de la cousine Anna. Dimanche matin. Linda est entrée dans la cuisine vers 9h. Elle a remarqué l'enveloppe sur le comptoir, mais l'a mise de côté pour faire du café. Elle est montée pour me dire que le petit déjeuner était prêt. Pas par gentillesse, par habitude. Ma chambre était vide, le placard vidé, le lit défait jusqu'au matelas. Elle a appelé Gérald. Sa voix était plate. Presque amusée.
Elle est vraiment partie. Gérald est monté, a regardé la chambre vide, a haussé les épaules. Bien. Laisse-la bouder. Elle sera de retour d'ici vendredi. Il est descendu et a allumé la télévision. Belle s'est réveillée ensuite. Elle a pris son téléphone et a ouvert l'application bancaire. La carte de crédit supplémentaire a été refusée, gelée, annulée. Elle m'a appelé. Messagerie vocale. A rappelé. Messagerie vocale. Elle est entrée dans le salon. Téléphone en main. Ma carte ne fonctionne pas. Est-ce que tu l'as fait quelque chose? Gérald lui a jeté un coup d'œil. Elle fait une crise de nerfs. Ça va passer. Linda a de nouveau trouvé l'enveloppe sur le comptoir. Elle l'a prise, l'a soupesée dans sa main, puis l'a reposée sans l'ouvrir. Probablement une lettre d'adieu dramatique, a-t-elle dit. Je ne vais pas lui donner cette satisfaction. Le lundi après-midi, Gérald m'avait appelé 4 fois, chaque fois sur ma messagerie vocale. Il a laissé un message. Tu l'as, c'est puéril. Rappelle-moi. Le mercredi, silence de ma part. Pas un seul texto, email ou appel retourné. Gérald a dit à tante Patricia que je traversais une phase. Il a dit à son ami d'université que j'étais émotive à propos de l'histoire de l'anniversaire. Il a dit à Roy. En fait, il n'a rien dit à Roy. Ils ne se parlaient toujours pas, et l'enveloppe est restée sur le comptoir de la cuisine, intacte. Une bombe à retardement. Personne ne s'est donné la peine de l'ouvrir. Jour 5. La compagnie d'électricité a envoyé un avis automatique. Impayé. Gérald a appelé leur service client, a donné son nom, a demandé les détails du compte. Je suis désolé, monsieur. Le compte est enregistré au nom d'Atula Meadows. Il a cligné des yeux. C'est ma fille. J'habite à cette adresse. Nous ne pouvons discuter des détails du compte qu'avec le titulaire enregistré. Il a raccroché, a fixé le téléphone. Jour 7, une lettre de la banque, pas une facture, un avis formel. Paiement d'hypothèque en retard. Il a déchiré l'enveloppe en se tenant près de la boîte aux lettres. Le nom sur l'hypothèque, Atula Meadows. Gérald l'a lu 2 fois. Puis il l'a emporté à l'intérieur et l'a laissé tomber sur la table de la cuisine devant Linda. Qu'est-ce que c'est que ça? Linda l'a prise. Ses yeux ont parcouru la page. Sa bouche s'est ouverte. C'est fermé. C'est impossible. C'est notre maison. C'est ce que j'ai dit. Gérald est allé au classeur dans le placard du couloir, celui qu'il n'avait pas ouvert depuis des années. Il a sorti des dossiers, des déclarations de revenus, de vieilles fiches de paie, des papiers d'assurance. Il a cherché un acte de propriété, un titre, n'importe quoi avec son nom dessus. Rien. Pas un seul document ne le liait à la maison. Alors Linda s'est souvenue de l'enveloppe. Elle est retournée au comptoir de la cuisine. L'enveloppe blanche était toujours là, maintenant avec une tache de café dans un coin. Elle l'a déchirée. Des pages. Des dizaines de pages. Des relevés bancaires remontant à 4 ans. Chacun surligné. Chacun montrant des prélèvements automatiques du compte courant de Atula. Hypothèque, électricité, eau, assurance, impôts. Total, 134 000 euros. Linda s'est assise. Elle n'a pas parlé pendant un long moment. Gérald se tenait derrière elle, lisant par-dessus son épaule. Son visage était devenu gris, mais il ne connaissait toujours pas le pire. La maison n'était pas seulement à mon nom à cause des paiements. Elle n'avait jamais été au nom de Gérald. Pas une seule fois. Gérald a fait ce que Gérald faisait toujours quand il perdait le contrôle. Il a pris le téléphone et a commencé à raconter son histoire. En 24 heures, la moitié de la famille avait entendu sa version. Atula était parti. Atula avait annulé la carte de crédit. Atula avait arrêté de payer les factures. Elle les punissait parce qu'elle n'avait pas eu assez d'attention à son anniversaire. Certaines personnes l'ont cru. Elle l'avait toujours fait. Mais quelque chose était différent cette fois. Certaines personnes se souvenaient de cette nuit chez Rossini. Elles se souvenaient du visage de Gérald quand il a dit ces mots. Elles se souvenaient du silence qui a suivi. Et elles se souvenaient que pas une seule personne dans cette pièce,
y compris elle-même, ne s'étaient levés. Cousine Anna m'a appelé un jeudi soir. J'ai failli ne pas répondre, mais Anna et moi avions été proches autrefois, avant que la gravité de Gérald n'attire tout le monde dans son orbite. Tu l'as, que se passe-t-il? Ton père dit que tu essaies de les punir. Je me suis appuyé contre le comptoir de ma cuisine. Le comptoir de ma cuisine, dans mon studio, où les seuls bruits étaient les miens. Anna, ai-je dit, est-ce qu'il t'a dit ce qu'il m'a dit à mon anniversaire? Silence. Qu'est-ce qu'il a dit? Demande-lui. Demande-lui devant des gens. Elle n'a pas répondu pendant un moment, puis doucement. J'étais là, tu l'as. Je l'ai entendu. C'est juste que. Je ne savais pas quoi faire. Je sais, ai-je dit. Personne ne le savait. Pendant ce temps, Gérald a passé un appel de plus. Il s'est rendu chez l'oncle Roy, le frère à qui il n'avait pas parlé depuis 2 ans, et a frappé à la porte. Roy a ouvert, a regardé Gérald pendant un long moment. J'ai besoin de ton aide, a dit Gérald. Tu l'as à péter les plombs. Roy s'est appuyé contre le cadre de la porte. Gérald, est-ce que tu lui as vraiment dit ça à son anniversaire? La mâchoire de Gérald s'est crispée. Elle m'a provoqué. Roy a secoué la tête lentement. Un père ne dit pas ça. Pas à son enfant. Jamais. Et il a fermé la porte. Il m'a trouvé un mardi. Je ne sais pas comment. Je soupçonne qu'il a appelé l'hôpital et que quelqu'un a mentionné m'avoir vu près de l'est de la ville. Ou peut-être qu'il a tourné en voiture jusqu'à ce qu'il repère ma voiture. Quoi qu'il en soit, je suis rentré d'un service pour trouver Gérald Meadows debout devant la porte de mon appartement. Bras croisés, mâchoire serrée, l'air d'un homme sur le point de livrer une performance, pas des excuses. J'ai déverrouillé la porte, me suis tenu dans l'embrasure, sans m'écarter. Tu dois rentrer à la maison, a-t-il dit. Ça a assez duré. Je l'ai regardé. Mon père, 58 ans, les tempes grisonnantes, les mêmes épaules larges, la même voix qui remplissait chaque pièce, mais debout dans mon couloir sous un éclairage fluorescent. Il avait l'air plus petit que dans mon souvenir. Tu m'as dit que tu aurais aimé que je ne sois jamais né, ai-je dit. Devant 43 personnes, le jour de mon anniversaire. J'étais contrarié. Tu étais difficile. Dire non à l'idée de donner mes économies n'est pas être difficile. C'est être une adulte. Ses narines se sont dilatées. Je suis ton père. Alors, agis comme tel. Nous sommes restés là, à 1 mètre de distance. Le couloir sentait le dîner de quelqu'un. Ail, oignon, quelque chose de chaud qui n'avait rien à voir avec nous deux. Tu ne peux pas juste partir, a-t-il dit. Sa voix a baissé. Pas plus douce, plus mince. Les factures s'accumulent. L'hypothèque est en retard. Linda est. Linda n'est pas ma responsabilité, ai-je dit. Ni Belle. Ni la maison. J'ai fait une pause. Tu m'as dit que tu aurais aimé que je ne sois jamais né. Je ne fais qu'exaucer ton vœu. J'ai fermé la porte doucement. Pas de claquement, pas de sortie dramatique. Juste un clic doux et le son de sa respiration de l'autre côté. Il est resté là un moment. Je le sais parce que j'ai vu l'ombre de ses chaussures sous la porte. Puis il est parti, mais il ne savait pas ce qui allait suivre. 2 semaines après mon départ, Gérald a convoqué une réunion de famille. Il a choisi le centre communautaire rattaché à notre église, une salle beige avec des chaises pliantes, des néons qui bourdonnaient, et une cafetière qui était toujours soit vide, soit brûlée. Environ 30 personnes sont venues, des tantes, des oncles, des cousins. Certains que je n'avais pas vus depuis les funérailles d'Éléanore. Gérald se tenait à l'avant comme s'il dirigeait une assemblée publique. Linda était assise au premier rang, un mouchoir à la main. Belle était assise à côté d'elle, les bras croisés, le téléphone face contre ses genoux pour une fois. J'ai demandé à tout le monde de venir, a commencé Gérald, parce que nous avons une situation familiale qui doit être abordée. Il s'est lancé dans sa version. Tu l'as abandonné la famille. Tu l'as annulé la carte de crédit. Tu l'as arrêté de payer les factures. Tu l'as les punis tous à cause d'un malentendu au dîner. Linda s'est tamponné les yeux au bon moment. Quelques personnes ont hoché la tête. Quelques-unes se sont tortillées mal à l'aise.
Tante Patricia gardait les yeux rivés au sol. Gérald a construit son argument final. Tout ce que je demande, c'est que quelqu'un lui parle raison. Elle fait du mal à cette famille. C'est à ce moment-là que l'oncle Roy s'est levé. Il était assis au dernier rang, silencieux, les bras sur les genoux. Personne ne s'attendait à ce qu'il vienne. Gérald ne l'avait certainement pas invité, mais Roy avait entendu parler de la réunion par la cousine Anna, et il avait conduit 40 minutes pour être là. Gérald, a dit Roy, sa voix était égale. D'une constance de charpentier. Avant que tu ne dises quoi que ce soit d'autre, as-tu invité Margaret Callaway? Gérald a froncé les sourcils. Qui? Pourquoi ferais-je ça? La porte latérale s'est ouverte. Margaret Callaway est entrée. 64 ans, blazer gris, lunettes de lecture sur une chaîne autour du cou, un portefeuille en cuir sous le bras. Elle a fait un signe de tête à Gérald. Monsieur Meadows, je suis ici au nom de votre fille. Elle a fait une pause. Et de votre mère? La salle est devenue complètement silencieuse. Margaret n'a pas pressé le pas. Elle a posé son portefeuille sur la table pliante à l'avant de la salle, l'a ouvert, et a sorti un seul document dans une pochette en plastique transparent. Je m'appelle Margaret Callaway. Je suis avocate en succession et en immobilier. J'ai été la conseillère juridique d'Eleanor Meadows pendant 23 ans, et son amie depuis plus longtemps encore. Elle a posé le document à plat sur la table. 2 ans avant son décès, Eleanor Meadows a exécuté un transfert légal de la propriété au 412 Bearwood Lane à sa petite-fille, Tula Eleanor Meadows. Le transfert a été notarié, enregistré auprès du comté, et est pleinement contraignant. Elle a fait glisser le document vers l'avant. L'acte de propriété, clair comme le jour. Gérald l'a fixé. Son visage n'a pas bougé. C'est impossible, a-t-il dit. C'est ma maison. Margaret l'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Votre nom n'a jamais été sur l'acte de propriété, monsieur Meadows. Votre mère a acheté la maison en 1987. Elle a choisi qui en hériterait. La salle a éclaté en murmures. Les chaises ont grincé. Quelqu'un a chuchoté. Oh mon Dieu! Linda s'est levée d'un bond. Ça ne peut pas être vrai. Nous y vivons depuis. Vous y avez vécu en tant qu'occupants autorisés, a dit Margaret. Pas en tant que propriétaire. Les mains de Gérald se sont agrippées au bord de sa chaise. Ma mère ne ferait jamais ça dans mon dos. Roy s'est de nouveau levé. Il était resté silencieux jusqu'à présent. Si, Gérald. Sa voix était basse mais ferme. J'étais là. J'ai été témoin de la signature. La salle s'est tournée vers Roy. 30 visages en train de recalculer. Gérald a fixé son frère. Tu savais. Maman m'a demandé d'être là. Elle a dit que tu comprendrais un jour. Roy a dégluti. Elle a aussi dit que tu ne comprendrais probablement pas. Gérald a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Linda a attrapé le bras de Belle. Belle s'en est débarrassée, et Margaret a calmement sorti de son portefeuille la liasse de documents suivante. De plus, a poursuivi Margaret, en détachant une épaisse pile de pages surlignées. Au cours des 4 dernières années, Tula Meadows a personnellement payé l'intégralité de l'hypothèque, de l'assurance habitation, de l'impôt foncier et de tous les services publics pour la propriété au 412 Bearwood Lane. Elle a étalé les relevés sur la table comme un croupier étalant des cartes. Hypothèque, 1 400 € par mois. Assurance, 380 € par trimestre. Impôt foncier, 4 200 € par an. Service public, en moyenne 600 € par mois. Elle a ajusté ses lunettes. Dépenses personnelles totales, environ 134 000 €. Tout est documenté. Tout provient du compte courant personnel de Tula. La salle n'a pas éclaté cette fois. Elle s'est effondrée. Le genre de silence où l'on peut entendre quelqu'un déglutir à 3 rangs de distance. Tante Patricia, la femme qui m'avait appelé pour me demander pourquoi je menais la vie dure à mon père, a mis sa main sur sa bouche. Cousine Anna fixait la table. Ses yeux étaient humides. Un oncle près du fond s'est penché en avant. Elle a payé pour toute la maison? Pendant tout ce temps? Oui, a dit Margaret.
Et pendant cette même période, une carte de crédit supplémentaire liée au compte de Tula a été utilisée pour des achats personnels par d'autres membres du foyer. Ces frais ont également été payés par Tula. Le visage de Linda est devenu blanc. Pas rose de gêne. Blanc, exsangue. Elle vivait là gratuitement, à lâcher Linda. C'était sa contribution à la famille. Le gîte et le couvert. Margaret a regardé Linda, pas méchamment, mais sans aucune trace d'indulgence. Madame Meadows. Tula payait l'hypothèque d'une propriété qu'elle possède légalement. En fait, elle subventionnait votre logement. Quelqu'un au dernier rang a laissé échapper un souffle qui était presque un rire. Gérald n'avait pas bougé. Il était assis, les deux mains sur les genoux, fixant les relevés bancaires à 1 mètre de distance, comme si les regarder de trop près pouvait les rendre plus réels. C'étaient des chiffres, pas des opinions. Les chiffres ne prennent pas parti. Tante Patricia s'est levée la première. Elle avait 61 ans, mesurait 1,57 m, et n'avait jamais élevé la voix lors d'une réunion de famille de sa vie. Elle a regardé Gérald comme on regarde quelqu'un que l'on voit clairement pour la première fois. Gérald, a-t-elle dit, tu t'es tenu dans ce restaurant et tu as dit à cette fille que tu aurais aimé qu'elle ne soit jamais née. La fille qui a payé pour ton toit. Gérald n'a pas répondu. Cousine Anna a parlé ensuite, sa voix se brisant. Je l'ai appelée. J'ai appelé Tula et je l'ai accusée d'être égoïste. Elle ne s'est même pas défendue. Elle a juste demandé si je savais ce que tu avais dit. L'oncle Ray, le cousin de Gérald de l'Ohio, a croisé les bras. Eleanor savait. Elle a vu ça venir. C'est pour ça qu'elle a fait ce qu'elle a fait. Gérald a essayé de regagner la salle. Il s'est redressé sur sa chaise, a redressé les épaules, et a utilisé la voix qui avait contrôlé cette famille pendant des décennies. C'est une affaire de famille, Margaret. Je pense que vous devriez partir. Margaret a fermé son portefeuille d'un mouvement fluide. On m'a demandé de présenter un dossier. Le dossier a été présenté. Elle a fait un signe de tête. Bonne soirée. Elle est sortie par la porte latérale. Pas de drame, pas de mot de la fin. Juste une femme qui avait fait exactement ce pourquoi elle était venue. La porte a cliqué en se fermant. Gérald a regardé autour de lui dans la salle. 30 visages. Pas un seul n'était de son côté. Roy s'est rassis, les bras croisés. Patricia a secoué la tête. Anna a essuyé ses larmes. Linda a attrapé le poignet de Belle. Nous partons. Belle a libéré son bras. Non, a dit Belle. C'était un seul mot, silencieux. Mais la tête de Linda s'est tournée vers sa fille comme si elle avait été giflée. Belle? J'ai dit non, maman. C'était la première fois que j'entendais Belle refuser quoi que ce soit à Linda. Je n'étais pas dans cette pièce, mais Roy me l'a raconté plus tard. Et quand il a décrit ce moment, même lui semblait surpris. Je veux vous demander quelque chose de réel. Si vous étiez à ma place en ce moment, sachant tout ce que vous savez, donneriez-vous une seconde chance à Gérald ou traceriez-vous une ligne définitive? Tapez seconde chance ou limite dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux et j'aimerais avoir votre avis. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que j'ai décidé, parce que ce n'était pas simple. 2 jours après la réunion de famille, Margaret a envoyé une lettre officielle à Gérald et Linda. Préavis de 60 jours pour quitter la propriété au 412 Bearwood Lane. C'était tapé sur du papier à en-tête ferme, envoyé en recommandé. Chaque ligne était juridiquement précise, procéduralement nette, et complètement dans mes droits en tant que propriétaire. Je ne l'ai pas envoyé moi-même. Je n'ai pas joint de note personnelle. Margaret s'en est occupée comme elle s'occupait de tout, correctement. Cette nuit-là, Gérald m'a appelé 17 fois. Les appels 1 à 10 étaient en colère. Je le sais parce que j'ai écouté les messages vocaux le lendemain matin, dans l'ordre, comme les chapitres d'un livre dont je connaissais déjà la fin. Tu penses que c'est drôle? C'est la maison de ma famille. Espèce d'ingrate. Clic. Les appels 11 à 15 ont changé. Plus difficile à écouter. La colère a commencé à se fissurer, et en dessous, il y avait quelque chose de plus fin. Le désespoir. Tu l'as, on peut en parler. Dis juste à Margaret de retirer la lettre. Je vais. Je m'excuserai.
C'est ça que tu veux. L'appel 16 était silencieux. 28 secondes de respiration. Puis il a raccroché. Appel 17. Le dernier. La voix de Gérald, dépouillée de tout. Pas d'autorité. Pas de performance. Tu l'as, s'il te plaît. Où est-ce qu'on est censé aller? Je me suis assise sur le bord de mon lit dans mon studio, la lumière du matin à travers la fenêtre, une tasse de café en train de refroidir sur la table de nuit. J'ai écouté ce dernier message vocal 2 fois. Je n'ai pas ressenti de victoire. Je n'ai pas ressenti de satisfaction ou de justification, ou aucune des choses que les gens pensent qu'on est censé ressentir quand la personne qui vous a blessé finit par craquer. J'ai ressenti quelque chose de plus calme, comme poser un sac que je portais depuis 20 ans et réaliser à quel point mes épaules me faisaient mal. J'ai enregistré le message vocal, j'ai fermé mon téléphone, et je suis allé travailler. J'avais un service de 12 heures. Des patients avaient besoin de moi. Ça n'avait pas changé. 3 jours plus tard, Belle a appelé. J'ai failli ne pas décrocher, mais quelque chose m'a poussé à appuyer sur le bouton vert. Peut-être le souvenir d'elle retirant son bras de celui de Linda dans cette salle d'église. Peut-être la curiosité. Tu l'as. Sa voix était épaisse, congestionnée. Elle avait pleuré. S'il te plaît, est-ce qu'on peut juste parler? Je t'écoute. Si on perd la maison, mon mariage, tout s'effondre. Est-ce que tu peux juste? Est-ce que tu peux dire à Margaret d'arrêter? Je me suis appuyé contre le comptoir de ma cuisine. Dehors, un enfant du voisin faisait des cercles à vélo. La normalité de la scène semblait surréaliste. Belle, as-tu regardé la vidéo que tu as enregistrée ce soir-là? Silence. Quelle vidéo? Au restaurant. Tu as pointé ton téléphone vers moi pendant que papa disait ces mots. Tu ne l'as pas baissé. Tu n'as pas dit, papa, arrête. Tu as juste enregistré. Plus de silence. Plus long cette fois. Je ne voulais pas. Je sais, ai-je dit. C'est exactement ça le problème. Tu ne veux jamais rien dire. Les choses se passent simplement autour de toi et tu les laisses faire. Je pouvais entendre sa respiration, saccadée, irrégulière. Je ne fais pas ça pour te punir, Belle. J'ai besoin que tu comprennes ça. Je ne punis pas papa. Je ne punis pas Linda. J'en ai fini d'être la personne qui sacrifie tout pour que tout le monde soit à l'aise. Mais où est-ce qu'on va? Ce n'est plus à moi de répondre à cette question. Une longue pause. Je pouvais entendre la voix de Linda en arrière-plan, étouffée, urgente, coachant Belle sur ce qu'il fallait dire ensuite. Je dois y aller, ai-je dit. Tu l'as, attends. Belle, je te souhaite bonne chance. Vraiment. Mais cette conversation est terminée. J'ai raccroché, j'ai posé le téléphone face contre le comptoir. C'était la fin la plus douce que je pouvais offrir, et c'était quand même l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites, mais ce n'était pas le dernier appel que j'ai reçu cette semaine-là. L'appel est arrivé un vendredi soir. Je n'ai pas reconnu le numéro. J'ai failli le laisser aller sur la messagerie vocale. Mais j'avais eu assez de messages vocaux pour toute une vie, alors j'ai répondu. Tu l'as, c'est Derek Collins. J'ai posé le plat à emporter que j'étais en train de manger. Le fiancé de Belle. Nous n'avions jamais parlé en tête-à-tête auparavant, pas une seule fois. Je sais que c'est inattendu, a-t-il dit. Sa voix était prudente, mesurée, comme celle d'un homme qui avait passé des jours à répéter cet appel. Je voulais juste. Je voulais dire quelque chose, et je pense que je te dois de le dire directement. Je t'écoute. J'étais là ce soir-là au restaurant. J'ai vu ce qui s'est passé. Un souffle. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû me lever. Je ne l'ai pas fait. Et je suis désolé. Je fixais le mur de mon appartement. Une fissure courait le long du plâtre près du plafond. J'avais l'intention d'en parler au propriétaire. Merci, Derek. Il y a plus. Une autre pause. J'ai observé comment ta famille te traite. Pas seulement cette nuit-là, les mois précédents. La façon dont Linda parle de toi quand tu n'es pas dans la pièce. La façon dont Gérald s'attribue le mérite de choses que je sais maintenant que tu as payées.
Sa voix s'est tendue. Honnêtement, je suis en train de repenser à beaucoup de choses. Ma poitrine me faisait mal. Pas de douleur, de quelque chose de plus rare. La reconnaissance. C'est entre toi et Belle, ai-je dit doucement. Je sais. Je sais que ça l'est. Mais je voulais que tu saches que quelqu'un dans cette pièce t'a vu. Et ce que ton père a fait était mal. Pour la première fois depuis la nuit de mon anniversaire, mes yeux m'ont piqué. J'ai cligné des yeux 2 fois, fort. Merci, ai-je répété, et je le pensais d'une manière que je ne pouvais pas entièrement expliquer. Nous nous sommes dit au revoir. Je suis resté assise très immobile pendant un moment. Quelqu'un m'a vu. Après tout ça, quelqu'un m'a vraiment vu. 3e semaine. Gérald et Linda ont déménagé du 412 Beerwood Lane. Pas parce que les 60 jours étaient écoulés. Il leur restait du temps. Mais parce que l'hypothèque était en retard, la facture d'électricité était en recouvrement, et Gérald ne pouvait pas se résoudre à m'appeler et à demander de l'aide pour payer une maison qu'il savait maintenant ne pas être la sienne. L'oncle Roy les a accueillis. Il a préparé la chambre d'amis, a fait de la place dans le garage pour les cartons de Gérald, a préparé le dîner le premier soir sans dire grand-chose. C'était Roy. Pragmatique avant d'être émotionnel. Mais il avait une règle. Vous pouvez rester, a-t-il dit à Gérald. Mais tu ne prononces pas son nom comme ça sous mon toit. Gérald a hoché la tête. Il n'a pas discuté. Selon Roy, c'était la première fois depuis des décennies que Gérald acceptait une condition de son jeune frère sans broncher. La famille élargie savait tout maintenant. La présentation de Margaret à l'église s'était propagée à travers le réseau Midos comme une onde de choc. Tante Patricia a appelé pour s'excuser. Cousine Anna a envoyé un long texto qui se terminait par « J'aurais dû parler ce soir-là. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. » 4 ou 5 autres parents ont pris contact. Certains maladroits, certains en larmes, certains juste de courts messages. Je pense à toi. Linda, pendant ce temps, a essayé une stratégie différente. Elle a publié sur Facebook un long statut émotionnel sur le fait d'être forcée de quitter notre maison par une belle-fille vindicative. Elle a tagué 6 membres de la famille et a ajouté un emoji en pleurs. Ça a duré 2 heures. Cousine Anna a répondu avec une capture d'écran des relevés bancaires. Nom et numéro de compte masqués, mais les totaux clairs. 23 personnes l'ont vu avant que Linda ne supprime toute la publication. Les réseaux sociaux de Belle sont devenus silencieux. Son Instagram, qui publiait habituellement 3 fois par jour, n'a rien montré pour la première fois depuis des années. Le silence de ce côté-là était plus fort que tout ce qu'elle avait jamais publié. Margaret a livré la 2e enveloppe un mercredi matin gris. Elle l'a gardée depuis 2 ans, scellée, manuscrite, avec des instructions d'Eleanor qui étaient spécifiques jusqu'au timing. Donne ceci à Gérald seulement après qu'il ait appris la vérité sur la maison. Eleanor avait su. Elle avait su comment cette histoire se déroulerait. Peut-être pas les détails, mais la forme, l'inévitabilité. Roy m'a raconté plus tard ce qui s'est passé. Gérald était seul dans la chambre d'amis de Roy. Margaret avait déposé l'enveloppe à la porte d'entrée avec Roy, qui l'a montée et l'a posée sur la commode. De maman, a dit Roy. Margaret dit qu'elle voulait que tu l'aies quand tu serais prêt. Gérald a fixé l'enveloppe pendant 1 heure avant de l'ouvrir. La lettre faisait 2 pages. L'écriture d'Eleanor, soignée, légèrement inclinée vers la droite, la façon dont elle écrivait les fiches de recettes et les cartes d'anniversaire. Je n'ai jamais lu la lettre en entier. Gérald ne l'a jamais montrée à personne, mais Roy l'a vue après, et les parties que Gérald a finalement répétées par fragments au fil des semaines étaient suffisantes. Eleanor a écrit qu'elle aimait son fils. Elle a aussi écrit qu'elle l'avait vu punir un enfant pour un deuil qui n'avait jamais été la faute de cet enfant. Tu la blâmes pour la mort d'Emily, a-t-elle écrit. Mais Emily est morte en vous aimant tous les deux. Ne punis pas les vivants pour le deuil de la perte. Elle a expliqué pourquoi elle m'avait donné la maison, non pas comme une punition, mais comme une protection. Tula est la seule dans cette maison qui s'est aimée sans compter les points. C'est aussi la seule qui ne demanderait jamais ce qu'elle mérite. Alors, je m'assure qu'elle l'est, qu'elle le demande ou non. Gérald est resté dans cette pièce très longtemps. Quand il est descendu, ses yeux étaient rouges. Il n'a pas dit un mot. Il m'a appelé 2 semaines plus tard.
J'ai failli ne pas répondre. Je m'étais habitué au silence à ce moment-là. Le bon. Celui qui vous appartient parce que personne ne le remplit d'exigences. Mais j'ai décroché. Je ne sais pas entièrement pourquoi. Peut-être parce que c'était la première fois qu'il n'appelait qu'une seule fois, à une heure normale, sans enchaîner 17 autres fois. Tu l'as. Papa. Une longue pause. Je pouvais entendre la maison de roi en arrière-plan. Une horloge qui tic-tac. Quelque chose qui bourdonne. Un réfrigérateur, peut-être. J'ai lu la lettre de maman, a-t-il dit. J'ai attendu. Je ne. Il s'est arrêté, a recommencé. Sa voix était rauque, instable, comme s'il parlait une langue qu'il n'avait pas utilisée depuis des années. Je ne sais pas comment réparer ça. J'ai pressé le téléphone contre mon oreille, j'ai fermé les yeux. Je ne te demande pas de le réparer, papa. Je te demande d'arrêter de le casser. Il n'a pas répondu tout de suite. Quand il a de nouveau parlé, c'était à peine plus qu'un murmure. Est-ce que je peux te voir? Pas encore. Quand? Je ne sais pas. Peut-être un jour, mais seulement si les choses sont vraiment différentes. Pas jouer différemment. Silence alors. D'accord. Pas de dispute, pas de sermon, pas de d'après tout ce que j'ai fait pour toi. Juste d'accord. Nous sommes restés en ligne encore 10 secondes sans parler. Puis j'ai dit au revoir et j'ai raccroché. Je me suis tenu près de la fenêtre de mon appartement. Le soleil se couchait derrière les bâtiments de l'autre côté de la rue, rendant tout doré et ombragé. Je ne lui pardonnais pas. Je veux être clair à ce sujet. Le pardon n'est pas un appel téléphonique. Ce n'est pas un seul moment. C'est un processus qui nécessite des preuves, pas seulement des mots. Et je n'avais pas encore vu de preuves. Mais j'avais entendu quelque chose dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. Pas des excuses, quelque chose de plus petit, quelque chose qui pourrait avec le temps se transformer en excuses, ou peut-être pas. Et ça m'irait aussi. 3 mois plus tard, mon appartement fait 400 pieds carrés. L'eau chaude met 90 secondes à chauffer. Les murs sont assez fins pour que j'entende le chat de mon voisin miauler à 5 heures du matin. C'est le mien. Je travaille toujours à l'hôpital, je fais toujours des gardes de nuit, je mange toujours les restes dans la salle de pause le mardi. Mais quand je vérifie mon compte en banque maintenant, le chiffre est le mien. Chaque euro gagné, chaque euro dépensé, comptabilisé selon mes conditions. L'oncle Roi passe tous les dimanches. Il apporte du café de l'endroit sur Elm Street et s'assoit sur mon canapé d'occasion et me parle de ce qu'il construit dans son atelier cette semaine-là. Nous ne parlons pas beaucoup de Gérald. Nous n'en avons pas besoin. Cousine Anna est devenue quelque chose que je n'attendais pas. Une véritable amie. Elle m'envoie des recettes par texto. Elle est venue avec une plante d'intérieur le mois dernier et une carte qui disait « Pour ton nouveau départ ». Elle est sur le rebord de la fenêtre, à côté de la photo d'Éléanore. Cette photo, Éléanore et moi à la foire du comté l'été de mes 11 ans, est accrochée au mur en face de mon lit. À côté, mon diplôme d'infirmière encadré. 2 choses que j'ai gagnées. 2 choses que personne ne peut prendre. La semaine dernière, Derek m'a envoyé un texto. Court, poli. Lui et Belle ont reporté le mariage. Je dois comprendre dans quel genre de famille je me marie, a-t-il écrit. Je n'ai pas répondu. Ce n'est pas mon histoire à écrire. Belle n'a pas appelé. Je ne sais pas ce qu'elle ressent. J'espère que quelque part sous le silence, elle se pose des questions qu'elle n'avait jamais pensé à se poser auparavant, mais c'est son travail, pas le mien. Et Gérald, il a envoyé une carte de Noël. Pas d'excuses à l'intérieur, pas de lettre, juste mon nom sur le devant écrit de sa main. Tu l'as. C'est tout. Juste mon nom. Comme s'il s'entraînait à le dire sans broncher. Je ne vous raconte pas cette histoire pour que vous ayez pitié de moi. Je vous la raconte parce que peut-être que vous êtes assis quelque part en ce moment, dans une maison que vous payez mais où vous ne vous sentez pas le bienvenu, à côté de gens qui prennent tout ce que vous donnez et appellent ça pas assez. Fixant un téléphone plein de messages de quelqu'un qui vous a blessé et qui veut que vous fassiez comme si de rien n'était. J'ai été là. Je sais à quoi ressemble ce silence de l'intérieur. Partir n'était pas une vengeance. Je sais que certaines personnes appelleront ça ainsi.
Elles diront que j'ai été froide. Elles diront que j'aurais dû essayer plus fort, en parler, donner une autre chance, une autre année, 100 000 € de patience supplémentaire. Mais partir a été la première fois que je me suis choisi. Et je ne pense pas que ce soit froid. Je pense que c'est la chose la plus chaleureuse que j'ai jamais faite. Vous n'avez pas besoin de la permission de quelqu'un pour protéger votre propre vie. Vous n'avez pas besoin que la personne qui vous a blessé soit d'accord que c'était mal avant d'être autorisé à partir. Vous n'avez pas besoin de crier ou de vous disputer ou de monter un dossier. Parfois, vous pliez simplement la serviette, vous vous levez, et vous partez. Ma grand-mère m'a appris ça, pas avec des mots, mais par sa façon de vivre. Elle aimait farouchement et elle planifiait soigneusement. Et quand elle voyait quelque chose de mal, elle ne faisait pas un discours. Elle agissait. La force tranquille. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Et vous n'avez pas à rester dans une pièce où personne ne vous voit, juste parce que c'est la seule pièce que vous ayez jamais connue. Il y a des portes, et c'est à vous de les ouvrir. Partir n'était pas une vengeance. Partir a été la première fois que je me suis choisi, et je ferai le même choix à nouveau, à chaque fois. Si vous êtes resté jusqu'à la toute fin. Merci sincèrement. Maintenant, je veux savoir, pensez-vous que Gérald a vraiment changé ou est-ce juste un regret temporaire? Tapez changer ou temporaire dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux et je mettrai un cœur à ceux qui me font réfléchir. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, consultez la description. Il y en a une autre qui vous attend.